Je m'appelle Stéphane Saporito, je suis français, j'ai 40 ans et ma profession est caméraman, monteur au sein du HCR. Alors, j'ai pas vraiment suivi de formation académique et professionnelle en tant que telle pour être caméraman. Ça fait encore partie des métiers que l'on peut apprendre sur le tas. Donc j'ai eu une toute petite formation et puis très vite, pour l'envie de filmer, de travailler, c'est des métiers auxquels on peut commencer en tant qu'assistant, donc j'ai rencontré un petit peu de monde. J'ai travaillé quelques années en faisant des stages et puis petit à petit je suis devenu assistant, j'ai été payé. Et donc voilà, je suis monté comme ça un petit peu. Puis après je suis devenu caméraman, réalisateur moi-même. Et voilà. Je fais partie du service documentation et communication du HCR. Je m'occupe essentiellement de la vidéo et plus particulièrement d'un point de vue technique. Donc moi je suis caméraman et monteur. Donc nous on fonctionne un petit peu comme une société de production, c'est-à-dire qu'on reçoit des reportages que je tourne moi-même ou que l'on commande ou que l'on fait tourner par des journalistes indépendants un petit peu partout suivant l'actualité. Eux nous envoient des images avec des informations et moi je les récupère à Genève, on les monte, on en fait une histoire, on en fait un reportage et après ce reportage est distribué gratuitement à qui le veut. Moi, au départ, j'étais surtout un réalisateur, un caméraman, et puis je travaillais pour des chaînes, toutes les chaînes confondues. Et puis en 95, j'avais répondu à une annonce pour travailler pour les Nations Unies en Bosnie. Ça a marché. Donc j'ai été envoyé, j'étais d'abord basé à Zagreb, avec UNTV. Et puis, donc ça a duré 6 mois. On était envoyé de Zagreb en Croatie, on était envoyé en Bosnie. Et une semaine et on revenait. Et on faisait des reportages un peu pendant le conflit. Donc ça, c'était vraiment pendant le conflit. Toujours pareil, l'idée, c'était de fournir des reportages qui étaient gratuits pour que des chaînes qui n'ont pas les moyens d'envoyer du staff et des équipes, parce que c'est très compliqué d'envoyer des équipes de tournage sur un terrain d'opération dangereux, pour des questions de sécurité, ça coûte très cher. Donc nous, on fournissait des reportages comme ça. Et donc j'ai fait ça pendant 6 mois, et puis les accords de Dayton ont signé la fin de la guerre en ex-Yougoslavie. Et là, j'ai continué à travailler, cette fois-ci, pour l'organisation qui avait été mise en place, ça s'appelait I4, l'organisation qui avait été mise en place pour gérer la transition. Donc là, j'ai travaillé encore 6-8 mois, ça c'était 95-96, et puis après je suis revenu, j'ai refait des documentaires, puis j'ai gardé des contacts avec des gens du HCR pour qui je travaillais parfois en moment de crise, en Macédoine et tout ça. Et puis un jour, il y a un poste qui s'est libéré ici, et j'ai postulé et j'ai eu le poste. Assez simplement en fait. Alors déjà, effectivement, enfin, ça paraît très, très bête, mais parler plusieurs langues. C'est-à-dire que parler l'anglais aujourd'hui n'est même plus un avantage, ça n'est qu'un inconvénient si vous ne le parlez pas. Euh, Parler d'autres langues, c'est forcément un avantage. Ça, c'est alors tout le monde n'a pas la chance d'être issu de plusieurs cultures. Moi, c'est mon cas. Je suis français. Voilà, j'ai appris l'anglais, mais je suis français. J'ai pas de Mes parents ne sont pas ni chinois et ma mère est brésilienne ou avec rien de tout ça. Donc les compétences, il faut être il faut vraiment savoir, il faut pouvoir travailler d'une autre manière que celle que l'on a initialement apprise. C'est comme chacun, les Français vont avoir une culture, une éducation particulière qui sera différente d'un Allemand, qui sera différente d'un Éthiopien. Maintenant, la grande force, c'est si l'Éthiopien, lui, il arrive à travailler à la méthode anglo-saxonne, et le Français à la méthode allemande, et l'Allemand à la méthode australienne. Et là c'est là où vous avez vraiment un plus, parce que dans ces grandes organisations, tout le monde est issu d'une culture différente, avec une langue différente. Alors tout le monde parle anglais, mais au départ tout le monde parle une langue différente. Donc il faut vraiment, il faut savoir s'adapter et travailler avec plein de gens très différents, avec des backgrounds extrêmement différents, des cultures très différentes. Pour moi, le gros côté négatif, moi je travaille encore dans les médias, dans la presse, dans la télé. Euh,
la qualité de l'information, en règle générale, ne va pas en s'améliorant. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, l'information peut être distribuée tellement rapidement, à travers tellement de médias, qu'elle n'a pas le temps toujours d'être vérifiée, d'être de bonne qualité, les témoignages ne sont pas toujours adéquats, parce qu'il y a cette course, alors à l'audimat quand on fait de la télé, mais en tout cas à la visibilité, il faut tout de suite sortir l'information. Et ça, parfois, les organisations ou les ONG prennent pas, je pense, assez conscience de l'importance que peut avoir une image, un reportage, enfin en tout cas une équipe dédiée à la communication vraiment à part entière. On voit très bien d'ailleurs les ONG qui marchent très très bien, MSF, Save the Children, ils ont leur propre unité de production et c'est essentiel. Les points positifs, c'est qu'aujourd'hui, quand même, tout le monde a conscience qu'on est obligé de passer par là. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, il n'y a pas une révolution qui se passe sans que... Elle n'existe que lorsqu'elle est vue. Avant, il y a des centaines de conflits dans le monde complètement oubliés depuis des années, jusqu'au jour où, vous ne savez pas pourquoi, il y a quelqu'un qui a filmé, il s'est passé quelque chose, il y a une image qui fait que là, on prend conscience. La Syrie, en ce moment, elle est l'exemple type. Alors là, on ne parle même pas de qualité, hein, parce que là, c'est des téléphones portables, mais c'est ce qui fait vivre s'il n'y avait pas, si on n'était pas à l'ère d'Internet, la Syrie, la répression serait telle que et personne ne saurait. Donc voilà, il y a dans les côtés positifs aujourd'hui, il y a peut-être ça, une conscience que l'image est essentielle. J'étais au Libéria en début d'année, au moment de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Et donc beaucoup d'Ivoiriens sont déplacés et sont rentrés au Libéria. Dans cette région de l'Afrique, la Côte d'Ivoire faisait, je ne suis pas retourné, mais c'est partie des pays quand même relativement riches, ou en tout cas comparativement au Libéria. Donc il y a eu cette crise, les gens se sont déplacés, sont rentrés au Libéria. Ils sont rentrés au Libéria avec toute leur famille. Ils sont partis de chez eux, les gens me racontaient, il était 2h de l'après-midi, les 4x4 sont arrivés dans le village, on commençait à tirer partout. Vous levez, vous partez. Donc les gens sont partis, s'il était en short, il est parti en short, il avait ni argent, ni papier, il est juste parti. Et il n'est jamais revenu chez lui. Et ces Ivoiriens sont arrivés au Libéria, qui est un pays beaucoup plus pauvre que la Côte d'Ivoire. Quand ils ont passé la frontière, ils sont arrêtés chez des gens, les Libériens, qui eux-mêmes avaient été réfugiés quelques années auparavant en Côte d'Ivoire. Donc ces gens qui avaient quitté, ces Ivoiriens qui avaient quitté la Côte d'Ivoire, étaient arrivés chez des gens qu'ils avaient eux-mêmes accueillis il y a quelques années. Donc ça, c'était vraiment une mission qui m'avait beaucoup touché parce que je trouvais que c'était une leçon, une telle leçon d'humanisme. Ces gens-là qui, déjà, quand je vous dis rien, c'est vraiment qu'ils n'ont rien, acceptent 15 personnes chez eux, c'est pas 2, c'est pas 5, c'est 15. Et on ne sait pas pour combien de temps. On est parti pour... Alors là, la situation s'arrange, donc j'imagine qu'il y en a qui sont partis, mais on parle de beaucoup de gens, quoi. Et pour quand même des semaines, des mois. Et parce que ces gens-là s'étaient retrouvés probablement dans la situation inverse, j'avais trouvé ça tellement normal, naturel de les accueillir, que j'avais trouvé ça... Enfin, ça faisait du bien de voir que, voilà... ces gens-là qui avaient été réfugiés n'avaient pas oublié ce qu'ils étaient. Ils n'avaient pas oublié que ceux qui arrivent aujourd'hui étaient ceux qui les avaient aidés hier. Et je trouvais ça bien, parce que peut-être que si ça n'avait pas été le cas, avoir du monde, beaucoup de gens qui débarquent comme ça chez soi, on voit bien en Europe, pour quelques milliers de personnes, ça prend vite des proportions. Et là, on parle de centaines de milliers de gens. Et ben, ça se passe relativement bien, comparativement à ce qu'on pourrait croire. Je pense qu'en Europe, on pourrait prendre quelques leçons de ce côté-là.
Genève, c'est une drôle de ville, hein. C'est une drôle de ville, c'est une drôle de ville parce que c'est tout petit, il y a tout le monde se connaît. En même temps, il y a plein de pôles très différents, je veux dire les organisations internationales, les banques, l'horlogerie. Ça ne mélange pas forcément, qui n'est pas non plus genevois. On est tous des immigrés quand même, il y a beaucoup de gens qui tous les jours viennent et repartent, hein, ou qui sont là pendant 1 an, 2 ans. Et puis de l'autre côté, il y a les Genevois, les gens qui habitent Genève, hein, qui sont là. Tout ça se croise un peu sans se croiser. Je suis pas sûr qu'on se comprend toujours. On n'est pas tous là pour les mêmes raisons. C'est une drôle de ville, c'est assez spécial. Allez-y tout de suite, faites-le tout de suite. C'est une expérience géniale, formidable. Euh, on n'a plus peur. Moi, ça fait 20 ans que je voyage, j'ai jamais eu. Je suis en Afghanistan, je suis allé partout. J'ai jamais. Enfin, c'est pas que j'ai jamais eu peur, mais plus je voyage et moins j'ai peur. Euh, Parce qu'on apprend à connaître les autres, à savoir ce qui se passe ailleurs. Il n'y a pas de peur à avoir. Puis moi, je dis toujours, moi, j'ai un métier formidable. On me paye pour aller rencontrer des gens à l'autre bout du monde. Il y a des gens, ils économisent des années pour partir en vacances et faire ça. Moi, j'ai de la chance, et on me demande de raconter leur histoire. Donc, pour moi, enfin, pour moi, c'est le plus beau métier, hein. Je vais pas. Non, non, c'est un truc super. Puis vous savez jamais. Vous allez arriver dans un coin au fin fond de la Cambrousse, au fin fond de l'Équateur, et vous avez des gens qui vont vous raconter leur histoire, qui sont heureux de vivre là où ils sont, et avec leurs problèmes, leurs espérances, leur futur. Puis en fait, vous apercevez que on a un peu tous les mêmes préoccupations, hein. Ce monsieur dans la Pampa en Équateur, il a 2 enfants. La raison pour laquelle il se lève tous les matins et qu'il se défonce au boulot, bah, c'est parce qu'il veut donner un futur à ses enfants. C'est exactement la même chose que moi. Alors on n'y arrive peut-être pas de la même façon, c'est pas forcément les mêmes écoles, mais le but final est là, c'est toujours le même. Alors je dis pas ça pour dire que c'est partout pareil, parce que la façon dont lui va y arriver sera très différente de la mienne. C'est pas sûr que moi j'y arrive mieux que lui d'ailleurs, hein, c'est pas. Mais par contre, moi je vais apprendre beaucoup sur la façon dont lui voit les choses, remet les choses à leur place. Choses en fait ouais, qui sont pas très très intéressantes, importantes, enfin, surtout dans le monde dans lequel on vit, superficiel parfois. Non, non, c'est. Enfin, moi j'ai pas de mission dont je ne me souviens plus. Ça n'existe pas. Vous pouvez aller travailler tous les jours, faire plein de choses, et puis vous ne vous souvenez pas forcément de ce que vous avez fait la semaine dernière. Il n'y a pas un tournage dont je ne me souviens pas, c'est pas possible. Parce que c'est toujours tellement loin de ce que vous vivez tous les jours que voilà, si vous êtes un peu curieux et vous aimez ça, c'est